On a une quarantaine de connectés et on va accueillir les autres participants. Mais il est 16h02, donc on vous propose de se lancer. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce petit temps de présentation, de réunion de lancement de la campagne régionale Regard croisé sur la bientraitance. C'est une campagne qu'on a l'habitude de proposer à Calirel Santé puisqu'on arrive à sa 7e édition. On y reviendra dans les éléments de contexte. L'objectif de ce webinaire de ce jour, c'est de pouvoir vous présenter la composition de cet outil de regard croisé sur la bientraitance et puis des éléments de conduite de projet. Donc, bien entendu, participer à ce webinaire ne vous engage pas à participer à la campagne. On vous explique tout ça au décours de la rencontre. Du coup, pour présenter ce temps-là, eh bien, je crois que ceux qui ont l'habitude de participer à la campagne ont l'habitude de voir nos trois visages. Donc, moi-même, Noémie Terrien, je suis accompagnée de Marion qui pilote le sujet. Bonjour à tous. Et de Guillaume. Bonjour. Qui est notre expert sur IFORAP et sur les campagnes régionales. Alors, juste quelques petits mots en intro, puisqu'on est sur le sujet de la promotion de la bientraitance. Donc, on ne cesse de le dire, mais c'est bien entendu au cœur des pratiques et de l'accompagnement. Alors, d'autant plus au jour d'aujourd'hui, puisque bientraitance a fait écho aux situations de lutte contre les maltraitances et puis plus globalement de réflexion éthique. Alors, pour repositionner le sujet de la promotion de la bientraitance, on est vraiment sur la question des interactions individuelles et collectives et du questionnement des pratiques. Nous n'aborderons pas à Calirel Santé le sujet de la bientraitance sur le simple lien de la personne accompagnée, de la personne soignée et du professionnel, mais on est bien sur une réflexion globale autour des pratiques et des organisations autour de la bientraitance et de la promotion de la bientraitance. Donc, on a une vision de réflexion autour de cette démarche-là sur un changement culturel ou plutôt un pas de côté, c'est-à-dire une opportunité de pouvoir réfléchir sur les pratiques et cette réflexion sur les pratiques de permettre d'avoir une approche centrée sur la personne, mais de tendre vers une approche de partenariat et de réflexion avec la personne. Et vous le verrez sur cet outil regard croisé sur la bientraitance. L'idée, c'est que ce soit vraiment un regard croisé entre organisations professionnelles et personnes accompagnées et patients. Donc, on est bien sur une opportunité d'ouvrir les échanges entre le management, les professionnels et les patients résidents sur des questions qui vont vraiment importer dans la vie de la structure et de l'accompagnement. Donc, on est sur des sujets qui sont en lien, pas directement avec les actes de soins, mais globalement, comment on accompagne et comment on prend soin de la personne accompagnée. Alors, c'est une thématique qui est phare du programme de travail de Calirel Santé depuis 2010 déjà, pour lequel on voit qu'il y a des attendus qui sont de plus en plus importants, à la fois sur le champ sanitaire, puisque pour les établissements de santé, vous avez vu que dans le nouveau référentiel de certification des établissements de santé, enfin dans sa version 2023, il y a des attendus un petit peu plus importants sur tout ce qui tourne autour de la promotion de la bientraitance et la lutte contre les maltraitances. Et dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé pour les structures médico-sociales, ça fait partie des critères incontournables de la démarche qualité et gestion des risques. Donc l'idée, c'est vraiment, nous, on aime à dire à Calirel que c'est le mois de septembre, c'est le mois de la bientraitance à Calirel, puisqu'on organise à la fin du mois, la semaine prochaine, un séminaire autour de la promotion de la bientraitance, lutte contre les maltraitances et éthique. Et l'idée, c'est vraiment de se servir de toute cette dynamique pour vous permettre de pouvoir vous engager dans cette campagne. Alors, ça fait 10 ans effectivement qu'à Calirel Santé, on propose, enfin plus de 10 ans maintenant, qu'on propose cette campagne regard croisé sur la bientraitance. Et ça fait un peu des émules puisqu'on a aussi, dans la même temporalité qu'en région Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine via le CK et le Centre Val-de-Loire via Caliris, qui ont souhaité s'appuyer sur notre outil pour le proposer dans leur région. Alors, ce qui nous donnera probablement l'opportunité de pouvoir faire un partage d'expérience qui aille au-delà des établissements participants en région Pays de la Loire, mais aussi de pouvoir voir ce qui se passe dans d'autres régions.
Un élément qui nous semblait important, parce que c'est vrai que l'actualité est marquée beaucoup sur le zoom, sur la lutte contre les maltraitances. On a une définition de la maltraitance qui englobe de façon assez large les actes de soins et d'accompagnement. Et on a travaillé à Caliral Santé sur une sorte de pyramide qui aide à mieux comprendre pourquoi il est important d'emblée de privilégier la prévention et plutôt plus largement la promotion de la bientraitance, puisque ça reste le socle fondamental des pratiques des professionnels dans leur mobilisation du savoir-faire et de leur savoir-être, et qui va s'inscrire vraiment dans le cadre de fonctionnement qui est défini au sein des structures, mais aussi dans le rôle et les missions de chacun. Et la promotion de la bientraitance, c'est une démarche qui est vraiment dans une démarche de temps d'analyse de pratique et à une visée d'amélioration continue de la qualité. Quand on parle de maltraitance, on y voit d'autres aspects qui y sont intégrés, c'est notamment les situations à risque, ce qu'on appelle les situations latentes, les pratiques à risque qui nécessitent des accompagnements individuels le cas échéant, des rappels de bonnes pratiques et aussi des temps d'analyse de situation en équipe, voire de réflexion éthique. Mais bien entendu, pour avoir ces temps d'accompagnement individuel, de rappel de bonnes pratiques ou même de réflexion en équipe, ça nécessite forcément que les fondements de la démarche de promotion de la bientraitance puissent être posés et clairement partagés au niveau de la structure. Et puis, plus on monte en haut de la pyramide, on peut voir que ces situations latentes et ces pratiques à risque, elles peuvent entraîner des événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement. On va être plutôt dans une démarche de sécurité des personnes, bien entendu, de déclaration interne et d'analyse de cause de ces situations pour partager les expériences. Et enfin, on a les faits graves, les faits de situations de maltraitance avérées, où il y a une démarche de sécurité des personnes, de signalement aux autorités compétentes et puis, le cas échéant, de réponse disciplinaire. La promotion de la bientraitance, elle se positionne bien en base fondamentale de ces démarches-là, et plus on va investir sur une réflexion autour du savoir-faire et des savoir-être, plus on va réfléchir sur notre cadre de fonctionnement, nos rôles et nos missions, plus on va faire de la prévention et mettre en place des actions pour éviter que des situations à risque, voire d'événements indésirables, voire de situations de maltraitance avérées, ne surviennent. Donc, notre démarche de notre campagne régionale Regard croisé sur la bientraitance, elle s'inscrit bien dans ce socle fondamental. Alors, comme je vous le disais, on vous propose en 2023 de participer à la 7e campagne régionale d'évaluation autour de cette thématique. Alors, sans vous en décrire le détail, mais vous voyez que depuis 2011, en fait, on a été dans une démarche un peu progressive, puisque peut-être que parmi les participants, il y a encore des membres du groupe de travail initial qu'on avait mené en 2010 en Loire-Atlantique, où on avait travaillé sur un questionnaire d'auto-évaluation pour les organisations de l'établissement et un questionnaire à l'attention des professionnels qui nous avait permis de proposer une première mesure en 2011 avec la participation de 28 établissements et 850 professionnels. Et permis aussi de valider ces outils. En fait, ça nous a permis de valider le fait que le questionnaire professionnel était validé. En 2013, que le questionnaire établissement était validé, puisque là, on avait une participation plus importante avec 86 structures et 3500 professionnels. Et puis, progressivement, on a pu continuer à travailler sur l'élaboration de nouvelles ressources autour de cet outil en intégrant le regard du patient et du résident en 2016, puisqu'on avait eu un financement qui nous avait permis de pouvoir poursuivre ces travaux avec la participation de 37 structures, 2395 professionnels et pour la première année en 2016, 2422 patients et résidents. Notre année, on va dire, phare a été 2017, où on a travaillé sur une version domicile du questionnaire à l'attention des patients et des résidents, avec une forte mobilisation des établissements de la région, avec 96 structures, 4010 professionnels et 3939 patients et résidents. Et puis est arrivé 2020 et 2021, où là, on a eu une réflexion en deux temps, c'est-à-dire 2020, on a mené la campagne auprès des établissements de santé et on a souhaité en 2021 mener cette campagne Regard croisé sur la bientraitance, spécifiquement auprès des EHPAD,
puisqu'on avait mené la campagne en sortie de confinement pour les structures, et on avait travaillé avec des enquêteurs externes qui intervenaient au sein des structures. Donc là, on arrive en 2023 et on a toujours continué à réfléchir à comment on pouvait améliorer et étoffer l'outil. Et notre groupe d'échange santé mentale a travaillé sur l'année 2022-2023 pour construire un questionnaire à l'attention des patients, spécifiquement pour la santé mentale. Donc, au décours de la présentation, on va vous faire une présentation de l'outil qui fonctionne en routine au niveau de Calirel Santé, et puis de la spécificité cette année pour les établissements de santé mentale qui pourront bénéficier d'un questionnaire à l'attention des patients spécifique au public accueilli. Alors, ce regard croisé sur la bientraitance, il a trois objectifs principaux. C'est vous permettre d'établir un état des lieux de la bientraitance au sein de votre structure, de pouvoir apprécier les écarts et les cohérences entre le ressenti des patients résidents et celui des professionnels par rapport à ce que vous avez mis en œuvre en termes de méthodes et supports par l'établissement. Alors ça, ce deuxième point, il est extrêmement intéressant, puisque souvent, nos expériences montrent que les professionnels ont souvent un regard très critique sur leur pratique au regard de la perception des patients et résidents qui sont beaucoup plus pondérés sur les pratiques et les organisations. Et puis, ça permet aussi à l'établissement de pouvoir mesurer ce qui a été mis en œuvre et ce qui est efficace dans la perception des professionnels et des patients, et ce qui nécessite peut-être d'être re-questionné en termes de connaissances et d'intégration dans les pratiques des professionnels. Et in fine, cet état des lieux, et on insiste beaucoup dessus, et Marion insistera beaucoup sur ces aspects-là, l'objectif, ce n'est pas de mesurer pour mesurer, c'est surtout de pouvoir questionner pour partager, et surtout définir et prioriser des actions qui soient vraiment très concrètes, très opérationnelles en faveur de la bientraitance. Donc, il s'agit bien, ce n'est qu'un outil, mais qui doit vraiment s'inscrire dans une démarche globale et participative, à la fois du management de l'établissement, des professionnels, mais aussi des patients et des personnes que vous accompagnez. Alors, quelques mots en termes d'organisation et de pilotage de cette évaluation avant de rentrer dans le détail. Guillaume, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je pense au niveau des campagnes régionales, ça fait maintenant quelques années, je pense, qu'on a dématérialisé l'engagement. Donc, ce n'est plus par courrier, mais par formulaire directement en ligne. Donc, directement à l'issue de cette réunion de présentation, là, vous allez recevoir sûrement demain un mail vous invitant à vous engager à cette campagne d'évaluation régionale. Donc, et dans ce mail, vous retrouverez notamment le lien pour vous engager directement en ligne. Donc, c'est un formulaire très simple hein, dont vous voyez le visuel là sur votre droite. Et donc, le but est de remplir ce formulaire d'ici le 1er novembre, date à laquelle on clôturera les engagements pour débuter au plus vite le recueil des données au sein de vos établissements. Donc, ce formulaire est très simple, comme je vous l'ai dit, et engage directement votre direction. Donc, on demandera simplement les coordonnées du directeur ou de la directrice et surtout les coordonnées d'un référent pour cette enquête qui nous servira à nous ensuite de contact direct avec vous pour mener à bien cette évaluation. Donc voilà. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails de l'évaluation et puis on va vous parler plutôt du périmètre des questionnaires. Donc, les questionnaires, déjà, ils sont au nombre de 3. On a un premier questionnaire qui est une auto-évaluation de l'établissement. Donc, Noémie vous l'a dit, c'est un outil qui a été développé il y a quelques années déjà. Et l'idée, c'est que cette complétude se fasse entre le management et les usagers, les représentants d'usagers, donc soit à travers un COPIL, soit le CVS ou la CTU. Donc, ce questionnaire-là comporte 19 items sur le pilotage de l'établissement, 19 items sur tout ce qui est processus support de l'établissement et 2 items sur le profil de l'établissement. Donc, on vous invite vraiment à remplir ce questionnaire de façon collégiale
pour être au plus près en fait de l'organisation de votre établissement. Ensuite, le deuxième questionnaire, c'est le questionnaire auprès des professionnels, parce qu'on pourrait être dans un regard croisé. Donc, vous voyez là où on va en venir sur ce questionnaire-là. Donc, on a l'auto-évaluation de l'établissement, les questionnaires professionnels. Donc, c'est un remplissage forcément individuel et anonyme. Ensuite, vous avez, donc c'est forcément un professionnel médico-soignant, donc il faut que ce soit les personnes qui accompagnent les personnes. On reviendra exactement sur la population plus tard. Il y a une version sanitaire et il y a une version EHPAD. Le temps de remplissage est environ, en fait, par rapport au temps qu'on a pu observer, d'une quinzaine de minutes. Il y a 14 items qui sont plutôt sur le regard porté sur leur pratique individuelle et il y a 10 items qui sont plutôt sur les pratiques collectives qui se passent dans l'établissement ou dans le service ou dans l'unité spécifiquement. Il y a 5 items sur le profil du répondant et puis il y a une zone de commentaires libres qui est très intéressante à analyser derrière pour pouvoir en ressortir des éléments un peu plus qualitatifs. Et le dernier questionnaire qui est le questionnaire patient-résident. Donc, bien sûr, qui est à remplir de façon individuelle et anonyme. Bien sûr, on veut avoir l'avis du patient ou des résidents, pas celle de la famille. Donc, c'est important dans votre communication, et on le verra sur les outils de communication qu'on va vous mettre à la disposition. On veut vraiment avoir le ressenti du patient ou du résident. Et du coup, c'est très important de spécifier aux familles que c'est à la personne de remplir le questionnaire. Donc, pour les patients, c'est forcément des patients volontaires qui ont plus de 15 ans, en capacité de répondre et hospitalisés depuis au moins 2 nuits consécutives quand c'est du MCO ou 10 jours en ASLD quand c'est du SLD ou du SSR. Et les résidents, c'est forcément des résidents volontaires en capacité aussi de répondre et qui sont au moins dans l'établissement depuis plus de 3 mois. Vous comprenez pourquoi? Parce que du coup, en EHPAD, on dit toujours qu'il faut au moins 3 mois aux résidents pour se sentir chez lui. Et puis, voilà. Donc, une version sanitaire, une version EHPAD et une version domicile qui sont des outils validés et qui sont robustes en termes de statistiques. Guillaume a pu le tester sur les autres évaluations. Donc, le temps de remplissage est d'environ 10 minutes. Il y a 9 items sur le vécu de la personne. Il y a 4 items sur l'interaction soignant-soigné, des items sur l'information délivrée, sur est-ce qu'on a respecté votre choix, la qualité des soins, et puis 3 items sur le respect de l'intimité, la vie sociale et tout ce qui est le profil de la personne, et bien sûr un commentaire libre qui est souvent renseigné sur cette enquête. Donc, on vous a parlé de ces trois questionnaires. Je vais laisser Noémie vous en dire un petit peu plus sur la partie santé mentale, qui est une partie expérimentale cette année. Parce qu'effectivement, alors vous avez peut-être tous téléchargé le kit Regard croisé sur la bientraitance qu'on vous avait annoncé via l'invitation du mail de cette réunion de lancement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un travail réalisé par le groupe d'échange santé mentale pour pouvoir adapter notamment le questionnaire à l'attention des patients à l'environnement spécifique de santé mentale. Donc, c'est un questionnaire de la même façon, qui est individuel et anonyme. Il a quand même des critères de passation qui sont un peu différents des autres questionnaires, puisque là, il va plutôt s'adresser aux patients qui sont volontaires majeurs et en capacité de répondre, et qui vont être hospitalisés depuis au moins 7 jours. Et on exclut de la complétude de ce questionnaire à l'attention des patients en santé mentale les patients qui sont en chambre d'isolement thérapeutique, bien entendu, qui ne sont pas inclus dans l'étude. Sur les modalités de passation, on est exactement sur la même chose, un taux de remplissage qu'on a estimé à 10 minutes. En fait, c'est composé de 25 questions.
qui sont issus d'un consensus formalisé au sein du groupe d'échange de santé mentale et qui combinent à la fois des questions qui sont issues de l'outil Regard croisé sur la bientraitance de Calirel Santé que Marion vous a parlé juste à l'instant, et aussi d'un questionnaire connu et validé en santé mentale autour des pratiques de bientraitance. Donc ça, c'est un questionnaire qui n'est pas dans le kit téléchargeable sur notre site internet, mais on va vous le présenter tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver à l'issue de la réunion de lancement. Et l'idée pour nous, là, sur 2023, c'est de permettre de valider et d'ajuster cet outil pour qu'il puisse intégrer de façon pleine le kit Regard croisé sur la bientraitance des établissements de la région. Il y a une petite question. Non. Donc pour le champ d'application, donc bien sûr vous pouvez faire votre évaluation à l'échelle d'un établissement. Si vous êtes par exemple juste une monoactivité, donc juste un EHPAD, vous pouvez faire l'évaluation à l'échelle de l'EHPAD, ou en fonction de votre filière. Si vous êtes du sanitaire, vous pouvez faire en fonction de la filière, donc MCO, SSR, SLD, EHPAD, domicile, santé mentale. Donc là, il faudra bien nous le spécifier dans la charte d'engagement. Autrement, vous pouvez le faire à l'échelle d'un service. Donc, vous pouvez aussi, vous êtes un MCO, vous voulez le faire sur les différents services, vous pouvez les situer, ou en fonction des unités. Attention, la bientraitance, on l'évalue souvent à l'échelle d'un établissement. Donc, on vous conseille de faire l'évaluation le plus finement possible, donc peut-être avoir vraiment à l'échelle du service. Par contre, l'interprétation des résultats le fait plus au niveau de l'établissement qu'à l'échelle du service. Mais par contre, c'est bien, vous pouvez filtrer par le mieux, c'est de pouvoir filtrer par service. Donc, si vous avez des questions sur ces éléments-là, n'hésitez pas à nous les poser, mais c'est vraiment important de bien quand votre établissement est de grande ampleur, de bien définir sur quel périmètre je fais mon évaluation, est-ce que je fais l'évaluation de l'ensemble de l'établissement ou si je fais par service. Probablement la question qui peut vous y aider, c'est à quel niveau vous avez la possibilité d'agir au niveau des pratiques et des organisations. Si la réponse est établissement, ne vous posez pas la question. Mais si vous avez des organisations ou une stratégie qui est différente à l'échelle d'une filière ou d'un service, et auquel cas, c'est peut-être plus pertinent de le faire à ce niveau-là. En tout cas, il n'y a pas de règle clairement définie. En fait, tout est possible à partir du moment où, au bout du compte, ça vous permet quand même d'échanger sur les pratiques. Et puis surtout, ne soyez pas trop ambitieux, puisque l'enjeu, après, c'est de pouvoir identifier les actions et de mettre en place le plan d'action. Donc là, les populations, donc dans un établissement, donc on cherche les services, etc. Pour les professionnels, c'est les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les agents de service, toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement autour de l'usager, de la personne accompagnée. Les patients, donc pour les patients, c'est des plus de 15 ans pour le sanitaire. Pour la psy, du coup, c'est plus de 18 ans. Et pour les résidents, du coup, c'est les critères d'inclusion, donc c'est les personnes qui sont en capacité de répondre et qui sont hébergées depuis plus de 3 mois. On a une question sur le fait qu'il y ait des résidents qui ne puissent pas répondre tout seuls, ce qui a été le cas et ce qui nous a fait l'objet la dernière fois d'une venue d'un enquêteur sur les EHPAD. Nous, ce qu'on conseille en fait pour les personnes qui ne peuvent pas répondre toutes seules, c'est d'identifier quelqu'un qui irait faire les enquêtes auprès des résidents. Attention à ce que cette personne-là ne soit pas identifiée de l'équipe en fait, parce que du coup, c'est des biais de l'enquête. Parce qu'on a des questions, c'est est-ce que les professionnels sont souriants, est-ce que ils sont polis, etc. Du coup, c'est compliqué que la réponse ne soit pas orientée si c'est un professionnel qui vient en tenue faire l'enquête. Donc, il faut que ça soit quelqu'un qui ne soit pas identifié. Donc, vous pouvez aussi vous appuyer de votre CVS notamment ou de votre CDU pour que ces membres du CVS ou du CDU
aille aider les résidents ou les personnes accompagnées à remplir ce questionnaire. Donc voilà pour cette partie population. On a une autre question du coup sur le chat. Une question pour les professionnels. Est-ce qu'on peut élargir aux rééducateurs qui interviennent dans le service? Alors oui, à partir du moment où c'est des professionnels qui vont être en lien direct avec les patients, les personnes accompagnées. Donc dans le périmètre du questionnaire à l'attention des professionnels, les rééducateurs en fait font partie des professionnels qui peuvent être inclus dans les questionnaires. Ce qui va être plus compliqué pour les professionnels, ça va être les professionnels plutôt administratifs qui ne vont pas être dans l'accompagnement ou dans le soin, pour lesquels des questions vont pas, ils vont pas se retrouver dans les questions qui sont posées. De toute façon, pour définir votre périmètre, c'est vrai que là on vous décrit les éléments. On vous a rédigé tout un protocole, hein, tout ce qu'on vous présente ici, c'est inclus dans un protocole. Et en cas de doute, surtout, n'hésitez pas à nous poser la question. Et vous le verrez en fin de séance, on vous propose de rejoindre un espace collaboratif pour les établissements qui s'engagent, justement pour pouvoir partager ces questions-là et apporter des réponses qui bénéficient à tous. Mais oui, ça peut être élargi aux rééducateurs, sans aucun doute. Donc l'échantillon, donc en fait là on vous a fait une extraction en fait du protocole qui est défini. Ce qui va être important en fait, ça va être vraiment de définir ce protocole et ça va être votre conduite de projet et d'identifier déjà dans un premier temps qui va faire l'évaluation établissement, qui va faire l'évaluation professionnelle. Combien j'ai de professionnels ciblés. Donc, c'est là où vous avez les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, l'agent de service, les autres professionnels. Donc, sur le formulaire du protocole, vous pourrez rajouter préciser autant de professionnels que vous voulez parce qu'on ne pouvait pas remettre chaque professionnel de chaque établissement parce qu'en fonction de l'organisation, par exemple, les agents de service en EHPAD, il y a des agents de service dans certains EHPAD qui font juste la distribution du petit déjeuner et qui ne pourront pas être inclus dans l'évaluation et dans d'autres où leur place dans l'accompagnement est beaucoup plus importante. Donc, on ne pouvait pas inclure tel ou tel professionnel en fonction aussi du niveau d'accompagnement dans votre établissement de ces professionnels-là. Et bien sûr, d'évaluer le nombre de patients résidents qui peuvent être en capacité de répondre. On sait que pour les EHPAD, ça peut être compliqué du coup d'avoir un taux de personnes qui répondent assez important, mais surtout essayer de trouver des moyens en fait pour les accompagner au remplissage. Vous regarderez le questionnaire et le questionnaire il est fait en fait, on vous a remis en fait dans le kit une tablette avec les smileys qui sont prévus dedans et en fait ça peut aussi être par ce biais-là que la complétude peut se faire en fait. La personne, vous lui posez la question et si elle peut pas le verbaliser, elle peut indiquer son ressenti via ces petits smileys. Il y avait une question à Marion sur le chat pour les questionnaires à domicile, notamment pour les SIAD, sur la période d'inclusion. C'est-à-dire que les SIAD, bien entendu, ce n'est pas 3 mois de suivi. C'est pour les EHPAD. Les SIAD, ça va être plutôt des critères comme pour les établissements de santé. C'est ça. Voilà. Donc, c'est 48 heures ou 72 heures? 72 heures, oui. Et à domicile, c'est toujours pareil, c'est important vraiment de ne pas avoir l'avis de l'aidant et essayer au maximum d'orienter, mais on sait que c'est encore plus difficile à domicile, mais essayer vraiment que ce soit l'avis de la personne accompagnée et non celle de l'aidant. On vous a remis du coup les variables de recueil, vraiment l'évaluation établissement, de quelle manière vous allez le faire. Est-ce que vous avez une équipe d'encadrement qui va le faire? Est-ce que en fait, l'idée c'est vraiment de se poser avant l'évaluation comment on va faire les choses. Auprès notre questionnaire établissement, on va le voir en CODIR par exemple. Le questionnaire évaluation professionnelle,
comment on va le distribuer? Est-ce qu'on va le passer par le bulletin de salaire? On sait que notre évaluation, on va le faire en novembre-décembre. On le passe sur le salaire de novembre. On demande que les professionnels le redonnent pour le 15 décembre. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Ou alors, c'est par le biais d'une réunion de présentation qu'on va le faire, où on fait une réunion de présentation et on envoie ça par le bulletin de salaire. On vous laisse en fait le choix naturellement de l'organiser dans votre établissement, mais il faut que ça soit prévu parce que ça va jouer grandement sur le taux de remplissage des questionnaires dans votre établissement. Pareil pour l'évaluation auprès des patients et résidents. Soit les professionnels donnent à la main les questionnaires, soit c'est par les membres du CVS ou CDU ou à l'issue d'une réunion de présentation que vous pouvez faire aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment de définir comment vous allez distribuer ces questionnaires-là dans votre établissement et vraiment bien définir la période de recueil. Minimum 15 jours, un maximum 2 mois, et encore 2 mois, c'est trop important pour une évaluation. Donc là, il faut vraiment bien définir sur à partir de quand on fait le recueil et quand est-ce qu'on le finit dans l'établissement. Et Guillaume vous le présentera tout à l'heure, mais vous avez soit la possibilité de diffuser le questionnaire en version papier, et du coup de pouvoir saisir les données, de centraliser les données et les saisir, mais les questionnaires à la fois à l'attention des professionnels et des patients résidents sont aussi complétés. Enfin, il y a aussi la possibilité, de les compléter en ligne. Alors après nous, l'expérience nous a montré que la version questionnaire papier permettait d'avoir un taux de participation plus important, mais on peut comprendre que par les pratiques et les organisations qui se sont mises en place, notamment ces 3 dernières années, la question du questionnaire en ligne, elle soit plébiscitée. Dans tous les cas, les 2 possibilités sont effectives, et encore plus avec notre nouvelle plateforme IFORAP, qui est quand même beaucoup plus ergonomique que l'ancienne plateforme. Mais on vous en parlera juste après. Donc, le recueil des données, donc là, c'est les questionnaires qu'on vous a présentés avec Noémie tout à l'heure, avec notre version établissement, notre version professionnelle, notre version patient résident, et forcément un questionnaire spécifique en test cette année pour les patients de santé mentale. Donc, voilà pour les recueils des données, mais c'était juste pour vous montrer que ce sera un item que vous aurez dans votre protocole d'évaluation. Ensuite, la centralisation des données. C'est une étape quand même qui est importante. Bon, pour la partie évaluation établissement, il faut juste se dire qui va le saisir sur la plateforme que Guillaume va vous montrer. Pour la centralisation des questionnaires professionnels, c'est bien d'identifier qui est responsable de ça et puis comment on va recueillir. Est-ce qu'on va mettre une urne? Est-ce que, du coup, si c'est déjà informatisé, la question n'est pas à se poser, mais est-ce que c'est une enveloppe retour? En fait, il faut pouvoir rendre ce retour anonyme. Du coup, c'est important de le faire. Et la version patient résident, le même questionnement. Attention, par expérience, vos questionnaires, vous allez les donner aux professionnels. Et quand on a plusieurs services, on a bien identifié à quel service on donne quel questionnaire. Par contre, quand ils reviennent, souvent peut-être à la cellule qualité ou à la direction, si on n'a pas identifié notre service sur les questionnaires, du coup, on ne sait plus de quel service il s'agit. Donc, attention, essayez de numéroter ou d'imprimer les feuilles sur des couleurs différentes si vous avez plusieurs services pour pouvoir, quand vous allez avoir votre centralisation des documents, pouvoir identifier le service auquel il correspond. Ça, il faudra l'informer aussi, il faudra informer les professionnels parce que souvent, on a eu des appels de professionnels qui nous disent « Ah, sur mon questionnaire, j'ai un numéro d'inscrit, j'ai peur que l'établissement m'ait identifié pour savoir ce que j'ai répondu au questionnaire. »
Et en fait, il faut bien leur dire que c'est juste le numéro du service ou le numéro de l'unité dans lequel je travaille. Donc voilà pour la centralisation des données. En sachant que sur les questionnaires qu'on vous met à disposition, l'encart est déjà prévu pour vous permettre de le compléter. Donc, du coup, donc on vous a parlé de tout ça au niveau des, effectivement, regrouper tous ces questionnaires pour pouvoir avoir les données centralisées. Donc, comme on l'a déjà dit de différentes manières, vous aurez plusieurs moyens pour récolter ces données. Le tout est de savoir que tout va être centralisé sur un seul et même lieu qui s'appelle la plateforme IFORAP, donc qui est en ligne. Donc j'imagine que déjà quelques-uns d'entre vous connaissent déjà cette plateforme, puisqu'on a déjà utilisé ça pour les enquêtes précédentes. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir au niveau de l'engagement, on aura donc, comme je vous l'ai dit, une personne qui sera identifiée comme référent au sein de votre structure. Et donc, cette personne sera en charge d'utiliser la plateforme IFORAP pour pouvoir centraliser et gérer ses propres enquêtes en toute autonomie. Donc, on peut vous montrer rapidement comment ça va fonctionner. C'est plutôt simple, surtout depuis qu'on a la nouvelle version de cette plateforme. Donc, je vais pouvoir peut-être partager. Partager l'écran. Donc, si vous ne savez pas comment accéder à cette plateforme, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous rendre directement sur le site internet de Qualiréel Santé et vous trouverez ici un onglet tout à droite, ici, IFORAP. Donc, en cliquant sur cet onglet, vous verrez apparaître donc la page dédiée à la plateforme de saisie IFORAP et ici, accéder à la plateforme IFORAP, ce bouton. Une fois que vous aurez accédé à cette plateforme, vous aurez donc la page de connexion. Et donc, en fonction de l'engagement que vous aurez rempli en amont, ce dont on vous a parlé tout à l'heure, on aura donc créé un compte spécialement pour que vous puissiez accéder à votre propre compte IFORAP. Et donc, en général, c'est l'adresse mail du référent identifié pour cette évaluation, ou si un compte existe déjà, voilà, une adresse mail plus générique, enfin, tout dépend. On reviendra vers vous au cas par cas pour créer ces comptes-là. Et donc, une fois que vous vous connectez, vous allez donc avoir accès aux outils d'évaluation en ligne. Donc là, j'ai volontairement montré deux lignes de mesure, deux lignes d'outils, pardon, puisque donc on aura une version pour le sanitaire et EHPAD et domicile, et une version spéciale pour l'expérimentation santé mentale. Donc il arrivera que vous ayez l'une ou l'autre des lignes en fonction de votre secteur engagé, voire même les deux lignes si votre structure permet d'avoir plusieurs secteurs, dont la santé mentale d'engager. Donc, dans tous les cas, vous aurez au moins une de ces deux lignes et donc vous pourrez accéder aux différentes enquêtes ouvertes en fonction de l'engagement. Donc l'engagement, comme on vous l'a dit, vous pourrez être engagé au niveau de l'établissement au global. Donc dans ces cas-là, vous n'aurez qu'une ligne de mesure. Et là, je vous ai volontairement montré l'exemple d'un établissement engagé sur deux entités. Donc ça peut être deux services, deux sites géographiques. On avait la question tout à l'heure d'une structure qui demandait si on est multisite, est-ce qu'on peut s'engager au niveau du service. Effectivement, si vous êtes multisite, ça vaut peut-être le coup au niveau de l'engagement de vous engager du coup au niveau pôle, service, peu importe, au niveau de l'entité en tout cas, et de déclarer plusieurs sites. Dans ces cas-là, on vous ouvrira autant de mesures que vous avez de sites engagés. Donc là, par exemple, on a un site test et un site B. Bon, voilà, c'est pour l'exemple. Donc, deux mesures. Et à partir de ces deux mesures, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les saisies et toutes les données enregistrées. Donc, comme on vous l'a présenté, cet outil est particulier puisqu'il a plusieurs volets. Il a le volet établissement,
et de la structure, le volet professionnel et le volet patient-résident. Donc, à partir de la plateforme, vous pourrez accéder à ces 3 volets, soit pour le volet établissement par le bouton périmètre. Là, vous aurez la possibilité de remplir votre protocole, l'auto-évaluation de l'établissement, ou sinon, accéder directement au volet patient résident ou professionnel en ajoutant une saisie, en cliquant sur ajouter une saisie, et là, vous aurez accès à vous êtes un professionnel, je remplis le questionnaire professionnel, ou vous êtes un patient résident, je remplis le questionnaire patient résident. Donc finalement, sur une seule et même ligne de mesure, vous aurez accès à ces 3 volets via la colonne saisie ici. Donc là, c'est dans le cas où vous, référent de votre structure, vous ressaisissez des questionnaires papier qu'on vous aurait retournés et que vous auriez à ressaisir via la plateforme InfoRap. Mais comme on vous l'a dit, il y a aussi une autre méthode qui consiste à diffuser un lien web directement à vos professionnels ou à vos patients résidents pour qu'ils saisissent directement en ligne le questionnaire. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas de ressaisie à faire. Tout est centralisé directement, comme si vous l'aviez ressaisi par vous-même ici. Donc, le lien à diffuser, dans ces cas-là, à vos professionnels ou le patient résident, est à copier ici. Là, vous avez la colonne action, vous avez un petit icône ici, marqué lien. Si vous cliquez dessus, on va là vous dire le lien est copié dans le presse-papier et ensuite à vous de le coller dans un email ou sur un intranet, peu importe votre moyen de diffuser ce lien-là, mais vous pouvez le coller n'importe où en lien hypertexte ensuite et les personnes qui cliqueront dessus auront directement accès finalement à cette page-là, qui est directement liée à votre mesure en question. Et ensuite, cette plateforme sera très utile aussi en termes d'autonomie, puisque c'est à partir de ces lignes-là que vous pourrez également, à l'issue de l'enquête, pouvoir générer vos résultats automatiquement via un rapport en fait, de résultats qu'on a spécialement produit pour cette évaluation. Et donc, à l'issue, ou même pendant l'enquête, si vous voulez suivre un peu la participation, vous pourrez à tout moment cliquer sur ce bouton « Rapport », qui vous ouvrira automatiquement. Bon, là, je n'ai pas de données, donc forcément, il me met un rapport vierge, mais je pense que je peux tester ici. Sur la deuxième ligne, je crois que j'ai un peu de données test. Si je clique dessus, j'aurai un rapport qui, donc ça peut mettre quelques secondes à se générer, mais il va m'ouvrir automatiquement, normalement, le rapport avec les données compilées. Donc voilà, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, ça peut prendre quelques temps et en fonction de votre connexion, ça arrive aussi des fois qu'il faut remettre les choses. Voilà, le rapport est en train de se télécharger dans cette fenêtre. Ouais. Donc ça peut arriver, ça c'est un bon exemple, c'est-à-dire que parfois vous pouvez vous rendre compte que le rapport ne s'ouvre pas, mais c'est parce que parfois le navigateur bloque en fait tout simplement l'ouverture qu'il juge intempestive, mais en fait c'est le PDF qu'il tente d'ouvrir. Et donc vous voyez là par exemple, ça m'a automatiquement généré un rapport avec tous les résultats de l'enquête. Bon là c'est des données fictives, donc ça ne servira à rien de d'éplucher ce genre de résultats, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout est centralisé sur la plateforme, plutôt de manière assez simple. Et n'oubliez pas de toute façon que vous avez toujours un moyen de retrouver toutes ces informations ici dans Documents, puisqu'on vous a associé dans la colonne Documents une aide technique InfoRap qui vous rappelle tout ce que je viens de vous montrer. Et par ailleurs, vous aurez le replay de cette réunion si vous avez un doute. Et de toute façon, vous pouvez toujours nous recontacter derrière s'il y a des soucis. Mais ton premier exemple est quand même un bon exemple pour vous montrer que ce qui est important pour générer vos rapports, c'est vraiment que vous rentriez l'intégralité des informations qui sont nécessaires, en particulier, par exemple, pour calculer votre taux de retour. Et par expérience, on sait que vous avez plutôt tendance à compléter cette partie à la fin de la campagne. Et quelquefois, c'est des données que vous avez oubliées ou qu'il est nécessaire pour vous d'aller rechercher par ailleurs. Donc là, la plateforme est pensée de telle sorte à ce que vous ne pourrez pas avoir vos rapports de résultats si vous n'avez pas complété ces données en amont.
Et si toutefois vous n'avez pas complété ces données en amont, donc vous verrez, hein, c'est du pas à pas, c'est assez ergonomique et assez didactique, eh bien vous aurez cette illustration de rapport qui se générera en vous indiquant que vous ne pouvez pas générer le rapport parce qu'il manque des informations et que le rapport n'est pas disponible tant que ces informations ne sont pas complétées. Et c'est pour ça que toutes les petites informations que je vous ai données avant sur combien j'ai d'usagers, combien j'ai de professionnels qui sont, à qui j'ai donné les questionnaires, c'est des éléments qu'il faut avoir dès le début de votre évaluation, que vous saisissez dès le début pour pouvoir vraiment être vraiment au plus proche du coup du taux de retour et des éléments et du suivi, surtout aussi de votre enquête, parce que quand vous envoyez un lien web, vous pouvez suivre en live en fait le taux de retour de votre évaluation. Juste pour compléter les propos de Guillaume sur notre petit lien web, quand vous avez plusieurs entités, je vois des personnes qui ont plusieurs EHPAD notamment, faites bien attention quand vous envoyez ce lien web de bien l'envoyer au bon EHPAD. Hein. Je dis ça au bon service. Parce que du coup, après, on ne peut pas faire de retour en arrière si on a deux services qui sont sur le même lien web. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien être au clair sur le fait que j'envoie un lien web, c'est à telle unité. Voilà. Ouais, effectivement, c'est bien de marteler ce message, c'est que effectivement, chaque mesure, c'est chaque entité et donc le lien web est vraiment unique à chaque entité. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, on voit deux liens différents puisque j'ai deux entités engagées dans mon exemple. Donc effectivement, n'envoyez pas le lien de l'unité soleil à l'unité. Ouais, c'est bien deux liens différents. C'est bien que vous ne le ferez pas de façon, mais il faut être vigilant sur ces points-là parce que là-dessus, on ne pourra rien faire pour vous parce que du coup, on ne pourra pas identifier. L'attribution sera mauvaise. L'attribution, voilà. Et dans le replay de ce webinaire, on essaiera d'extraire cette partie-là parce que du coup, souvent, c'est sur cette partie technique que vous avez besoin de revenir pour réentendre nos explications. Donc, on n'hésitera pas à mettre une petite coupe sur YouTube pour que vous puissiez retourner sur cette partie spécifiquement. Donc ça, on l'a vu. Donc directement via le site, on peut accéder à IFORAP, la plateforme IFORAP, la page de connexion, donc ça c'est OK. L'interface qui a un petit peu changé par rapport à celle qui est montrée ici, mais c'est exactement le même principe. Et donc le rapport, alors on en a parlé un petit peu pour voir justement comme il était possible de le générer automatiquement. Donc juste quelques mots sur les résultats. Effectivement, vu qu'il s'agit d'un regard croisé, donc on le dit, on le répète, il y a bien trois volets mesurés, donc le volet établissement, professionnel et usager. Et donc le rapport est construit de telle manière à ce qu'il vous restitue pas à pas justement les résultats au niveau de ces trois volets. Donc dans un premier temps, individuellement, vous aurez des indicateurs qui ont été validés par échelle psychométrique. Donc c'est des indicateurs qui vous donneront des scores sur les différentes thématiques autour de la bientraitance. Donc pour le volet établissement, vous aurez deux indicateurs. Donc des indicateurs sur d'approche managériale, donc l'un centré sur les pratiques professionnelles, l'autre centré sur le management et les organisations. Donc c'est un score de 1 à 100% en fait. Plus il est élevé, mieux c'est, forcément. Ensuite, pour les professionnels, il y a trois indicateurs qui ont été extraits. Donc un indicateur autour du respect, l'autre sur l'organisation et sur l'information auprès du patient résident. Et de l'usager, on a un seul on a un unique score finalement pour les usagers qui résume un petit peu sa perception de la bientraitance au sein de l'établissement. Donc on a finalement 6 grands indicateurs, mais ensuite le rapport va aller un petit peu plus loin
en vous donnant bien sûr le détail pour chacun des indicateurs, en restituant question par question, finalement, pour vous permettre d'un peu approfondir. S'il y a un indicateur qui vous semble un peu sous-développé, vous pourrez toujours aller dans les pages suivantes, préciser quel item en particulier fait un peu baisser la moyenne, on va dire. L'intérêt de cette évaluation, c'est justement un regard croisé. Donc, l'intérêt sera aussi justement de confronter les réponses pour ces 3 volets. Donc, on a volontairement dans le plan d'analyse présenté dans le rapport on a croisé justement les réponses en fonction d'items qui étaient en miroir finalement. Vous verrez par exemple des graphiques où les items posés d'un côté auprès des professionnels, un même item peut être posé pour la perception de l'usager, et l'intérêt c'est justement de croiser les réponses pour voir s'il y a une concordance de perception ou non. Idem avec justement l'auto-évaluation de la structure. Peut-être des choses sont mises en place en théorie dans la structure, mais qu'au niveau professionnel ou usager, la perception n'est pas en adéquation avec ce qui devrait être mis en place. Donc voilà, c'est cette partie particulièrement intéressante pour pouvoir confronter justement les réponses et voir justement là où ça peut, là où peut-être il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Vous verrez dans la conduite de projet, parce que c'est vrai que là, on vous présente les éléments du rapport pour que vous compreniez qu'en fait, on va jusqu'au bout dans les livrables, mais on vous proposera un temps pour les établissements qui s'engagent. Au moment où vous générez vos rapports, on vous proposera un temps pour se poser et pour vous aider à comprendre les éléments du rapport d'évaluation. Alors, c'est vrai que c'est un plan de rapport qui est assez complet. Pour les 3 outils validés, il y aura une spécificité pour les établissements de santé mentale qui participeront à l'enquête, c'est que le rapport, il sera, excusez-moi du terme, mais amputé du questionnaire regard croisé à l'attention des patients, puisque c'est une version expérimentale. Donc, il y aura une petite spécificité pour la santé mentale où vous n'aurez pas un rapport de résultats aussi complet. Vous l'aurez, mais il ne sera pas aussi complet que celui pour les 3 outils validés pour les établissements de santé et les EHPAD. C'est surtout au niveau des indicateurs validés où là, on ne pourra pas se permettre de présenter l'indicateur usager tel qu'il est pour les autres secteurs. Et sur la présentation PowerPoint, alors cette présentation, elle sera disponible, mais vous allez voir, Marion va l'aborder. On vous propose aussi tout un kit pour pouvoir communiquer auprès des professionnels et des patients résidents. En fait, la première chose, vous demandez le PowerPoint, mais en fait, la chose qui est pour mettre en place votre démarche, si vous prenez le protocole, donc vous ouvrez les outils sur la page de Calirel, vous prenez le protocole, vous suivez le protocole de A à Z, c'est exactement ce qu'on vous présente là, et vous avez vraiment tous les éléments pour conduire votre projet de A à Z. Donc là, je vais vous présenter plutôt le plan de communication. Donc, on vous propose des outils, mais vous pouvez clairement les faire vous-même s'il y a des éléments qui vous vont pas. Donc, on vous propose des affiches donc à destination des professionnels et à destination des usagers. Un diaporama qui est modifiable dans sa totalité pour pouvoir présenter cette démarche-là. Un dépliant aussi qui est à destination des professionnels. Et comme la dernière fois, on a eu la chance du coup d'avoir des enquêteurs et on a créé du coup un support facile à lire et à comprendre pour les résidents. Donc, si vous avez des personnes qui vont venir auprès des personnes accompagnées remplir le questionnaire, vous pouvez personnaliser un petit peu ce FALC. Alors, sachez que les termes ont été validés et en fait, on a fait des tests auprès des usagers. Donc, essayez autant que faire se peut de ne pas changer les termes parce qu'ils ont été vus, mais il y a une dernière partie qui est à personnaliser par l'établissement.
pour dire quand est-ce que la personne viendra, comment elle se nomme, etc. Donc, on vous laisse la possibilité d'avoir ce facile à lire, à comprendre pour permettre aux usagers, en fait, d'avoir, de leur expliquer, en fait, cette démarche d'évaluation de la promotion de la bientraitance. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'aux résidents, en fait, c'est plutôt aux personnes qui peuvent avoir des difficultés de compréhension. Donc, c'est pensé pour la personne âgée, mais ça peut être aussi diffusé plus largement. À domicile, voilà. Donc, bien sûr, dans ce kit, vous avez forcément les 3 questionnaires. Avec le questionnaire, une partie spécifique sur le questionnaire de santé mentale qu'on va mettre à un endroit spécifique. On va vous en parler juste après, en fait. Noémie vous a parlé tout à l'heure d'une plateforme collaborative et du coup, le questionnaire santé mentale sera sur cette plateforme collaborative. On n'a pas voulu le mettre sur le site internet pour éviter la confusion entre les différents questionnaires. Du coup, ce questionnaire-là sera sur la plateforme collaborative auquel vous aurez accès si vous êtes engagé dans la démarche. Ensuite, du coup, après l'évaluation, vous avez un élément que j'ai oublié, c'est que du coup, vous avez dans le kit aussi une petite réglette où vous retrouvez en fait pour les patients et résidents, vous retrouvez la réglette avec les différents smileys en fait de réponses pour pouvoir le proposer en fait. Si vous avez des personnes qui vont venir poser la question, vous allez avoir la petite réglette pour proposer les réponses aux usagers. Ensuite, après l'évaluation, l'important c'est déjà de télécharger votre rapport sur la plateforme IFORAP. Ensuite, on vous propose une affiche de restitution des résultats parce que c'est important de le faire, que ce soit auprès des usagers ou auprès des professionnels, et un diaporama qui est largement modifiable aussi avec vos résultats. Mais cette partie-là, on aura l'occasion certainement, j'imagine en février ou en mars, de vous proposer un temps pour revenir sur les résultats et l'analyse des résultats, et puis vous présenter plus largement la partie restitution des résultats, notamment à travers le diaporama. Dans tous les cas, vous pouvez prendre le temps de regarder ces ressources, ces outils, puisqu'ils sont ils sont disponibles sur le site internet de Cagliari. Quelques points sur les éléments de calendrier, parce qu'au-delà de la présentation de la campagne, l'idée d'une campagne régionale, c'est aussi de vous proposer de rentrer tous dans une dynamique, on va dire, calendaire partagée, ce qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement un peu plus personnalisé que si vous la réalisez en autonomie, puisque du coup, on va organiser des rencontres, des rappels mails, enfin, vous rentrez en fait dans une conduite de projet qui est régionale, ce qui peut être un élément stimulant pour lancer la campagne. Alors du coup, dès demain, vous allez avoir un mail pour vous engager, alors que vous ayez participé ou pas au webinaire, on va envoyer ça à tous les adhérents demain, avec le lien d'engagement. Vous vous engagez dans la démarche, vous avez rempli le formulaire. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va falloir que vous identifiez un interlocuteur privilégié dans votre établissement. Du coup, qui va piloter en fait l'évaluation dans votre établissement? Donc, on aura besoin de son contact pour pouvoir échanger avec lui par mail, voilà. Définir tous les éléments qu'on vous a dit, demander, est-ce que c'est à l'échelle de l'établissement, est-ce que c'est à l'échelle des services, le nombre à peu près de personnes qui sont à évaluer avant le 1er novembre 2023, ou à partir du 1er novembre, on lance la campagne en fait dans la région. Donc vous avez du 1er novembre jusqu'au 15 janvier pour réaliser cette évaluation-là. La mise à disposition du kit via le site internet, vous l'avez déjà. En fait, j'imagine que beaucoup d'entre vous avaient déjà téléchargé les questionnaires, tout ce qui est lié à la méthode, tout ce qui est support d'information et de sensibilisation. Votre communication en interne qu'on imagine en octobre-novembre en fonction du coup de votre calendrier d'évaluation. Une saisie des éléments qui se fait entre le 1er novembre et le 15 janvier. Donc, l'auto-évaluation,
les questionnaires auprès des professionnels et les questionnaires auprès des résidents et des patients. Une centralisation des recueils des données si c'est papier, mais la saisie se fait au fur et à mesure si c'est web. Et du coup, l'idée, c'est qu'au 15 janvier, vous ayez fini l'évaluation. Et bien sûr, les résultats sont téléchargeables. Vous avez fini le dimanche soir à minuit. Vous pouvez télécharger votre rapport le dimanche soir à minuit. Vous êtes en totale autonomie sur le fait de générer vos rapports. Vous pouvez même les télécharger en cours de route si vous voulez suivre vos taux de retour, par exemple. Il n'y a pas de souci, une fois qu'il est généré, à chaque fois que vous appuyez sur le rapport, il mettra à jour en fonction s'il y a eu des données en cours de route, il se mettra à jour de toute façon. Par contre, il faut vraiment toujours avoir rempli votre partie protocole. Vous vous en rendrez compte. Donc, la dernière partie, sur laquelle on reviendra plutôt au premier semestre ensemble, c'est le plan de communication. Donc, on vous a présenté des affiches, un PowerPoint, mais on reviendra plutôt peut-être sur la partie questionnement à avoir auprès du CVS ou de la CDU et des équipes lors d'un temps web qu'on vous proposera sur la restitution des données. Ouais, c'était une question d'un des participants. Bien entendu que c'est incontournable de restituer les résultats auprès du CVS ou de la CDU, ou plus largement en fait auprès des patients résidents et familles. Et du coup, dans le plan de communication, bien entendu, on vous donne des pistes pour les restituer de façon pédagogique. Et on fera une causerie, ce qu'on appelle une causerie, c'est-à-dire un temps où on réunira l'ensemble des participants pour aborder ce point-là et vous outiller pour communiquer. Et un dernier élément donc, qui est encore plus lointain pour vous dans la démarche, ça sera une réunion de restitution des résultats régionaux, du coup avec des retours d'expérience, qui sera le 18 avril 2024, où là on vous restituera en fait le nombre d'établissements qui ont participé à l'évaluation et puis toutes les données qui pourront en fait être faites. Et ça vous permettra aussi, en fonction de vos résultats à vous, de comparer vos résultats à l'échelle de la région. Donc, si on prend le calendrier dans son intégralité, en fait, on commence aujourd'hui où vous avez la possibilité, enfin, dès demain, où vous avez la possibilité de vous engager dans la démarche. Donc, on vous laisse jusqu'au 1er novembre. Alors, la date, elle n'est pas arbitraire, c'est pour vraiment permettre à tout le monde de pouvoir suivre des mêmes éléments de calendrier, en sachant que les éléments de calendrier, vous avez vu, on a vu des fenêtres assez larges, c'est-à-dire qu'un établissement qui s'engage dès demain, dès après-demain, d'ici la semaine prochaine, il peut commencer sa campagne de communication et déployer l'enquête dans les prochaines semaines. L'établissement peut choisir de mener l'enquête pendant 15 jours ou 2 mois et générer ses rapports avant la fin du mois de novembre. Là, on a mis vraiment des fenêtres temporelles pour permettre à chacun de retrouver son rythme de croisière, alors soit un zodiaque ou un paquebot, à vous de choisir, en se disant que les délais maximaux qui nous semblaient pertinents pour ne pas essouffler les équipes et pour que ça ait du sens dans la dynamique régionale, c'est de pouvoir générer vos rapports d'analyse en fait en début d'année prochaine. Et vous permettre ainsi de pouvoir mettre en place le plan d'action et alimenter en fait votre plan d'action d'amélioration de la qualité. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais de façon très, très claire, en fait, de participer à cette campagne, ça répond en grande partie, en fait, aux attendus en termes de sensibilisation et de réflexion sur les pratiques de promotion de la bientraitance et de lutte contre les maltraitances qu'on peut attendre dans les différents référentiels de certification ou d'évaluation pour les structures médico-sociales. Un élément, un peu une nouveauté, parce qu'on a beaucoup d'échanges mails, il y a souvent des questions qui nous sont posées de façon individuelle quand les établissements participent à des campagnes. Souvent, la question posée par une structure ou un professionnel, la réponse peut probablement intéresser beaucoup d'autres. Et peut-être que la question posée, c'est aussi une question que d'autres structures ont, mais n'osent pas la poser.
Donc, chaque établissement qui sera engagé dans la campagne se verra rejoindre un espace collaboratif sur notre plateforme Talk Spirit, pour ceux qui la connaissent. C'est un espace d'échange qui nous permettra de pouvoir partager des questions-réponses, des outils, des ressources, tout au long de la conduite de projet de la campagne. Donc, chaque référent de l'enquête sera systématiquement inscrit sur cette plateforme et on vous invite plus à poser vos questions directement sur cette plateforme. Alors, bien entendu, sauf des questions très spécifiques en lien avec des problématiques de votre établissement où les mails sont toujours d'actualité, mais pour centraliser voilà, l'information, la plateforme sera à privilégier. Et bien entendu, comme on l'a dit en introduction, faire le lien avec le séminaire qu'on organise la semaine prochaine, pardon. Donc c'est un séminaire qui a rencontré un grand succès puisqu'il est complet. On a fait beaucoup de déçus parce qu'on a été obligé de refuser pas mal de participants. En tout cas, c'est un séminaire qui fera l'objet d'actes qu'on partagera et qui fera aussi l'objet de synthèse vidéo. On réfléchit déjà à comment on peut continuer la dynamique pour 2024. Et puis, l'idée de pouvoir vous engager dans cette campagne, c'est que tout ne s'arrête pas à l'issue de la campagne et on reviendra vers vous à 6 mois de la clôture de la campagne pour savoir si vous avez pu mettre en place un plan d'action, à 1 an si vous avez pu mettre en place le plan d'action, à 1 an et à 18 mois, et puis à 24 mois, on vous interrogera pour savoir si vous souhaitez remobiliser un second tour d'évaluation et vous réengager dans la campagne Regard croisé sur la bientraitance. Voilà pour la présentation globale. Alors, ça a été très détaillé. L'idée, c'était vraiment de pouvoir vous permettre d'avoir l'ensemble des clés pour comprendre les éléments. Donc, le webinaire, la réunion de lancement est filmée, le support de présentation est bien entendu à votre disposition. Le kit est téléchargeable sur le site internet et nous gardons 5-10 minutes de questions-réponses éventuellement, même si on a essayé d'y répondre tout au long de la présentation. Juste pour préciser, pour l'engagement, on va essayer de suivre avec Guillaume les engagements. Certainement 1 fois par semaine, si pendant 5-6 jours, vous n'avez pas de retour mail tout de suite, c'est normal parce que vu le nombre d'établissements qui peuvent participer, on ne pourra pas faire une réponse comme on peut le faire sur d'autres choses à la journée, au fil de l'eau. Donc les inscriptions se feront jusqu'au 1er novembre, mais on se donne le droit du coup de faire par vague d'inscription parce qu'on ne pourra pas faire individuellement chaque établissement au regard du nombre d'inscrits que vous êtes déjà aujourd'hui. Il y a une question. Alors, concernant les activités FLIR, notamment ambulatoires, comment voyez-vous les choses? Par définition, le questionnaire patient, il n'est pas adapté puisqu'en fait, les critères d'inclusion, c'est bien de nuit. Donc, j'aurais tendance à dire que charge à vous de pouvoir apprécier la pertinence d'utiliser le questionnaire, mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Et de fait, pour les professionnels en ambulatoire, celui du bloc opératoire aussi, puisque c'est des questionnaires où on est dans l'interaction soignant-soigné directe tout au long du soin, ce qui est quand même moins le cas au bloc opératoire, notamment au SAN. Et le questionnaire, il n'a pas été pensé pour les questionnaires ambulatoires. Donc, j'aurais tendance à vous dire que non, regardez, mais c'est franchement pas adapté pour ça. Mais ça peut être une perspective d'évolution encore de l'outil Regard croisé. Alors, Virginie, donc non, le deal, c'est que de participer à l'expérimentation du questionnaire avec le reste, puisque l'expérimentation, pour nous, elle a un intérêt de valider l'outil dans sa globalité de regard croisé sur bientraitance. Donc, ce ne sera pas possible de faire que de la passation du questionnaire patient. En tout cas, ce n'est pas dans la philosophie de regard croisé sur la bientraitance, donc je ne vois pas trop la plus-value de le faire en tant que tel.
Alors, en sachant, Virginie, que la période de recueil, elle est quand même assez longue et que l'agenda, enfin, on va dire le calendrier est adaptable. C'est pas parce qu'on propose cette campagne régionale sur ce calendrier-là qu'il ne sera pas possible de pouvoir mobiliser le questionnaire en autonomie par la suite. Mais c'est vrai que pour l'expérimentation santé mentale, c'est important pour nous de pouvoir le faire dans sa globalité. Je me souviens de toutes les questions. Et toujours pour la santé mentale, on peut s'imaginer que vous ayez envie de voir le questionnaire avant de vous engager. Dans ce cas-là, faites-nous un petit message. On ne l'a pas mis sur le site internet parce qu'il n'est pas validé, donc on ne souhaite pas qu'il circule en tant que tel. Il sera plutôt sur la plateforme collaborative pour que vous puissiez y avoir accès. Mais on peut le partager, bien entendu, à la demande. Je sais que le CHU Nantes avait sollicité de pouvoir voir le questionnaire. La réponse est oui. Pascal demande si la version dématérialisée du questionnaire à l'attention des professionnels est accessible. Oui, oui. Via la plateforme IFARA, c'est le lien URL en fait, que vous pourrez partager. Et bien, les gens quittent petit à petit le webinaire. Ah, on n'est pas de si peu de résidents sont en capacité de répondre et sans fond. Alors forcément, forcément oui, et c'est là où Marion insistait sur le fait que ça puisse être une complétude de questionnaire avec l'aide d'un tiers. Et le questionnaire, il a été vraiment pensé pour qu'il soit le plus accessible possible, avec des smileys, des réglettes. Et c'est vrai qu'on a vu que l'expérimentation de pouvoir le faire avec un tiers externe qui posait les questions auprès du résident, ça permettait quand même d'avoir un taux de participation un peu plus important. Pour questionner les résidents en EHPAD, notamment les résidents qui sont en incapacité de pouvoir répondre à des questions, on a plutôt d'autres outils qui ne sont pas regard croisés sur la bientraitance qui leur permettent de contribuer, on va dire, à l'évaluation de la qualité de leur accompagnement, mais ça ne va pas être ce questionnaire qui va être le plus adapté. Alors, pour les résidences autonomie, je vais faire une réponse de Normand, excusez-moi du terme. Les résidences autonomie, ce n'est pas dans le périmètre d'activité de KIRL Santé. Donc, même si le questionnaire, je pense, serait complètement adapté, nous ne pourrons pas ouvrir regard croisé aux résidences autonomie qui ne font pas partie des adhérents de KIRL Santé, ni même de notre périmètre d'intervention. Bon, je pense qu'on arrive au bout. De toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Vous recevrez demain un mail avec toutes les informations et le replay. J'imagine que vous n'allez pas forcément le regarder tout de suite, mais on vous remettra le replay et tous les éléments à votre disposition dès demain par mail. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.